Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue pour cette deuxième émission sur 697 IATV, la télé libre qui parle d'intelligence artificielle, mais pas que. Comme d'habitude, on parlera de tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant dans l'industrie, l'innovation, l'entreprise. Un programme chargé, tout de suite, le générique. Et l'émission se tourne comme d'habitude en public dans le tout nouveau studio d'Akodak, des anciennes usines Kodak, Kodak d'Akodak, à Chalon-sur-Saône. Avant de vous présenter le sommaire, avant de vous présenter les invités, regardez cette personne, regardez ce visage, il n'a jamais existé. Cette personne non plus, et celle-là non plus. Elles ont été en quelque sorte créées par des ordinateurs. À partir d'une base de 70 000 vraies photos, cette fois-ci 70 000 vraies personnes. L'ordinateur ensuite en a inventé d'autres, en a créé d'autres. C'est très facile, vous prenez une photo, n'importe laquelle, il est facile après de changer la couleur de la peau, changer la chevelure, changer la pilosité, changer la couleur des yeux, mettre des taches de rousseur, changer la forme du visage, changer le sourire. L'ordinateur génère comme ça des centaines de milliers de visages qui n'ont jamais existé, des alias ressemblant ou pas du tout à des personnes ayant existé peut-être quelque part très très loin derrière. Imaginez que vous soyez metteur en scène de cinéma. Vous avez comme ça à votre disposition une foule parfaitement réaliste, à l'infini, sans avoir besoin de les payer et sans bon ordre de grève. 70 000 personnes. Imaginez que vous soyez producteur de télévision. Eh bien, vous pouvez très bien mettre l'un de ces visages sur un corps qui sera capable de bouger, l'ordinateur peut le faire, capable de présenter la météo, les résultats du loto, ou même, pourquoi pas, une émission sur l'intelligence artificielle qui vous dit que c'est vraiment moi qui suis là actuellement. C'est de l'intelligence artificielle, c'est du deep learning. Ces machines capables de générer des visages sont également capables de générer des textes, de générer des voitures qui n'ont jamais existé, des appartements réalistes qui n'ont jamais existé, et de générer par exemple aussi des nouvelles. Fausses nouvelles, fausses voix, fake news, deep news, vous imaginez tout ce que ça peut donner. Voilà, c'est l'un des sujets dont nous allons aborder aujourd'hui, le deep learning, le machine learning, et on est très heureux d'avoir tous les invités du jour. Je vais terminer par vous, si ça ne vous dérange pas. D'abord le grand jury. Bonjour, nom, prénom, âge et profession, Anne. Anne Poulinevac, 46 ans, présidente de Boustignon, accélérateur incubateur de start-up. Accélérateur de start-up. Je rappelle que vous en avez généré, accéléré plus d'une centaine. Depuis 2012, un peu plus de 120, sans compter les internationales. Et qu'elles vont plutôt bien. Très bien. Sans doute grâce à votre accélérateur incubateur. À peu près 70% sont toujours en activité. Ce qui est très bon comme statistique. À côté de vous, Fabien Imbert, 41 ans, président de Innobiz, l'accélérateur du Sud-Bourgogne, du Mâconnais-Beaujolais Agglomération, et aussi président de Kinetti Technologies, une société qui commercialise des tables interactives tactiles et les logiciels qui vont avec. Ah oui, les tables surface que Microsoft avait, je trouve. Exactement. Microsoft les avait et aujourd'hui ils commercialisent les nôtres principalement puisque les technologies sont légèrement supérieures aujourd'hui. Dis donc, ça vous intéresserait pas de faire une table comme ça pour la prochaine émission de télévision ? Il n'y a aucun problème. Je serai là et on en apporte une la prochaine fois. Rendez-vous au numéro 3, on aura la table. À vous. Yves Charles, 45 ans, je suis président d'une start-up qui s'appelle Avioneo, où on fabrique un prototype de taxi volant. Je suis ingénieur expert en robotique et en usine du futur. Bon, ils volent toujours pas ? Alors je suis venu avec ce matin. Bon, oui, mais pour la troisième émission, j'aurais promis, on arrive ensemble. Ouais, promis. Merci. Alors Claude Taïeb, je suis président de la société La Relance qui est une entreprise d'insertion par l'économie. Et j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs postes de président dans différentes sociétés. Et puis je fais partie donc, du groupe Galilée 360 en tant que mentor. On en parlera tout à l'heure, parce que la deuxième partie de l'émission, on aura 4 startups, 4 porteurs de projets. L'un d'eux sera gagnant, sera sans doute pris pour avoir un mentor et surtout représenter le prix Galilée. On en reparlera tout à l'heure. Question très indiscrète. Quel âge avez-vous ?
Je peux mentir? Oui. Non. Alors, non. je ne mentirai pas, j'ai 78 ans. 78 ans. Et vous avez connu les débuts de l'informatique. J'ai connu, oui, les tout débuts de l'informatique, c'était dans les années 80, où effectivement... 1880 Où effectivement, j'avais fait la promotion d'un produit qui s'appelait Auric Atmos, Auric 1, etc. Un produit qui était à l'époque un gadget par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans la micro-informatique, puisque c'est un produit à l'époque qui faisait 48 kilooctets, alors qu'aujourd'hui, Oui. on est à 2 ou 4 kilooctets. Jean, Ben moi, je suis chalonnais de l'étape, donc né à Châlons, 71 ans, entrepreneur dans l'audio et la vidéo professionnelle, et ayant transmis l'entreprise qui continue, qui s'appelle IRLM et qui se développe. bon, vous êtes tous spécialistes des startups, des entreprises, vous avez été ou vous êtes entrepreneur, on compte sur vous pour parler très concret. Ça s'appelle IA, intelligence artificielle, mais on va rester très concret, vous êtes d'abord industriel, n'oublions jamais. Et puis, notre invité du jour, la star du jour, bonjour Lé. Alors, Lé Nguyen Wang, bonjour. Quel âge vous? J'ai 31 ans. 31 ans, oui, vous avez tout de suite connu les kilooctets, ça vous dit rien, les mégaoctets, oui. Si, j'ai connu un peu les kilooctets, les kilobits par seconde, ça avançait pas très vite à l'époque sur Internet. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur les visages qui n'existent pas, Ouais. c'est du deep learning? Oui, c'est une technologie très récente, assez récente de deep learning qui combine d'autres aspects qu'on appelle les réseaux de neurones adversariaux génératifs. Bon, on a plein de travail, vous nous allez raconter tout ça. Imaginez qu'on est un peu neuneux et qu'on ne comprend pas grand-chose. Alors, vous dites, ça a commencé 2012-2015, le machine learning. Alors ça commençait bien avant, mais c'est vraiment en 2012-2015, dans cette période-là, que ça a vraiment explosé. C'est-à-dire qu'en 2012, en tout cas dans le monde de la recherche, et même dans le monde d'entreprise, on ne parlait pas tellement d'intelligence artificielle, ça ne faisait pas des trucs incroyables. Et moi, j'avais tendance à être assez sceptique par rapport à tout ça. Et puis ça a explosé avec notamment cette utilisation du machine learning qui a permis un nombre d'applications absolument ahurissant aujourd'hui. C'est vraiment stupéfiant. Quel exemple? Exemple, vous disiez tout à l'heure, le chat. Oui, donc on peut prendre un exemple très simple pour illustrer le machine learning. En fait, le machine learning, c'est juste une façon de faire des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est ce qu'on lance sur nos ordinateurs et qui suivent juste des procédures, qui suivent juste des instructions étape par étape. Les instructions, c'est si tu vois ça, tu fais ça, s'il y a ça, tu fais ça. Exactement. C'est Yves Gotou, hein. Recette de cuisine. Recette de cuisine. Exactement. Et pendant longtemps, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait, on disait vraiment à la machine ce qu'elle devait faire. On écrivait explicitement la recette de cuisine. Voilà, pour reconnaître un chat, il faut que tu regardes telle couleur de tel pixel, que tu fais telle couleur de pixel, tu fais une addition. Enfin, c'est vraiment pas à pas, et ça marchait pas très bien. C'était assez compliqué. Et l'idée du machine learning, et le truc qui a vraiment explosé à partir de 2012, on va dire, c'est l'idée de faire en sorte que l'algorithme apprenne de lui-même la liste d'instructions qu'il doit suivre. C'est assez stupéfiant quand on y pense. Alors, sur le chat, on donne plein de photos de chats. Oui, donc une façon de faire, c'est raisonner par exemple. Donc, au lieu d'avoir une liste d'instructions directement, on dit voilà plein d'exemples et on dit à l'algorithme démerde-toi, essaie de trouver ce qui fait qu'il y ait un chat ou qu'il n'y ait pas un chat. J'aime bien, alors je rappelle quand même que ce jeune garçon a fait Polytechnique, ensuite une thèse à l'Université de Montréal sur mathématiques appliquées, on est dans le foufou, et ensuite le MIT. Et il est actuellement professeur à l'EPFSL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Alors, je ne suis pas tout à fait professeur, je suis vulgarisateur. Vulgarisateur. Mais donc, attendez, on parle comme ça, démerde-toi. Alors, c'est bien. On parle français normal. Ça aide à comprendre vraiment l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'avant, on essayait vraiment d'accompagner l'ordinateur. Enfin, plus qu'accompagner, on prenait par la main et on disait exactement ce qu'il devait faire. Ouais. Là, c'est un peu plus, voilà, plein de données, dis-moi ce que tu peux faire avec ces données. Et donc, c'est l'ordinateur lui-même, la machine, qui a appris elle-même à reconnaître un chat. Et dans notre cas précis, c'était en fait, à partir du moment où il a des moustaches, ce qui n'est pas le cas de tous les félins, il a un petit museau triangulaire et les oreilles pointues. Là, c'est un chat. Du coup, il ne le confond pas avec le lionceau. Alors, oui, du coup, et ce qui est assez monstrueux, c'est qu'il apprend tout ça de lui-même. Il a trouvé tout seul. En fait, on donne à cet algorithme plein d'images de chats, plein d'images de pas chats. L'algorithme essaie de voir qu'est-ce qui fait que telle image est dans telle catégorie ou dans telle autre catégorie. Et il va explorer plein de façons de faire, plein. Et en fait, le fait qu'on ait beaucoup de données
C'est vraiment un des trucs qui a vraiment bouleversé la recherche en intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir énormément de données. Avec beaucoup de données, l'algorithme a fini par comprendre que voilà, avoir telle forme de museau, telle moustache. Il fallait beaucoup de photos de chats, et comme tous les exemples tout à l'heure, il fallait beaucoup de photos de gens, 70 000 portraits. C'est ça. Ouais. Alors, application pratique. Recommandation quand je suis sur Google? Alors, la plus grosse application aujourd'hui, celle qui fait des milliards de dollars, c'est les recommandations sur Internet. Donc, si vous réfléchissez, les très gros, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple peut-être un peu moins, mais voilà, toutes ces entreprises vivent vraiment de la recommandation sur Internet. Être capable de donner à tel utilisateur le truc que l'utilisateur veut regarder, veut cliquer. Il me connaît. Alors, ils ne vous connaissent pas, enfin je ne sais pas à quel point ils vous connaissent, mais probablement ils vous connaissent plutôt bien. Enfin, je ne sais pas si vous avez un compte Google, un compte YouTube, un compte Facebook, un compte Twitter. En fait, à travers ces différentes plateformes, on donne énormément de nos données personnelles. Et en particulier, à place de chat et pas chat, le truc que tous ces systèmes de recommandation, en tout cas un des trucs que ces systèmes de recommandation regardent à longueur de journée, c'est est-ce que la personne a cliqué ou est-ce qu'elle n'a pas cliqué. C'est vraiment clic, pas clic, clic, pas clic. Et ces intelligences artificielles, ces algorithmes ont énormément de données et ça vraiment, là vous avez cliqué, là vous n'avez pas cliqué, ils sont même capables de savoir, là vous avez regardé cette vidéo, enfin, vous savez quand vous scrollez sur Facebook, de temps en temps vous restez sur une vidéo. Celle-là, elle est restée plus longtemps, ça l'intéresse. Et ça Facebook le sait. Facebook. Et comme sur la photo, il y a un chat, parce qu'il a reconnu le chat, il dit tiens, il a l'air de s'intéresser au chat. Exactement, c'est le genre de choses, à chaque fois que je lui montre une image de chat, il clique ou il reste un peu plus longtemps. Et du coup, je vais avoir la pub pour les pet food. De la publicité, en tout cas d'abord des recommandations et après peut-être de la publicité. Alors, autre exemple, parce que là, il est assez connu, la santé. Ouais, donc en santé, il y a des exemples. Deep learning, le machine learning, pardon. Ouais, donc il y a des applications assez stupéfiantes et qui sont vraiment très excitantes par rapport au machine learning. Donc par exemple, il y a Stanford qui a fait pas mal d'études, l'université de Stanford, qui a construit un algorithme capable de détecter les cancers de la peau à partir de photos. Et ça serait un changement assez énorme parce que le diagnostic de cancer de la peau, c'est quelque chose d'assez compliqué et puis il faut voir un spécialiste d'habitude. Là, il suffirait de prendre une photo pour savoir si on a un cancer de la peau, ce qui permettrait d'avoir des diagnostics beaucoup plus précoces, de sauver beaucoup plus en qualité de vie et en quantité de vie également, et qui permettrait également de réduire les coûts de prise en charge par la société des personnes. Aussi bien, si ce n'est mieux qu'un dermatologue. Aussi bien, si ce n'est mieux qu'un dermatologue et surtout directement avec juste un téléphone. Avec un smartphone. Parce qu'il a eu accès à des tas de dossiers, de photos, de peau, de gens qui ont des pépins après ou qui n'ont pas eu de pépins. Il est capable de dire tiens. Exactement. C'est vraiment le cadre du machine learning qui marche à merveille aujourd'hui. C'est lorsqu'on a une liste de données, on dit là il y a cancer, là il n'y a pas cancer. C'est comme chat, pas chat, clic, pas clic. Alors c'était la première étape, machine learning, que Turing d'ailleurs déjà il y a très très longtemps appelait learning machine d'ailleurs. Alors avant de parler au stade supérieur, le deep learning, est-ce que vous dans votre vie ou dans vos métiers, vous avez déjà eu affaire au deep learning ou utilisez déjà le deep learning? Alors moi, je ne l'utilise pas. Non. Mais bien évidemment, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux, j'en vois effectivement les effets. Alors une question qui revient souvent pour les PME, les ETI, est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une énorme base de données pour faire du deep learning agrégé pour mon entreprise ou pour mon activité? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de monde, comme les milliards de données qu'a Google, les milliards de données que s'est procuré Watson d'IBM, enfin les millions de dossiers médicaux? Est-ce que je peux le faire à ma petite échelle? Alors ça dépend des applications, mais par exemple il y a des applications qui partent par exemple si on a envie, enfin une des grandes applications par exemple c'est le ciblage, donc essayer de proposer à telle personne le produit qui l'intéresse. Et une des façons de comprendre un peu ce que les gens aiment ou veulent, c'est de regarder par exemple les images qu'ils vont liker sur Instagram. Et du coup, la capacité d'avoir d'analyse d'images automatisée sur Instagram peut être quelque chose d'utile. Je suis d'une petite entreprise, j'ai les noms de mes clients. Je peux demander à une entreprise extérieure, faites-moi une enquête approfondie sur Émile Dugenoux, qui est un client à moi, de savoir ce qu'il aime. Est-ce qu'il aime les chats? Alors ça dépend des marchés. Ça peut se faire ça peut se faire à plus ou moins faible coût. Après, il faut souvent un peu d'expertise quand même en interne pour pouvoir développer ce genre de produit. Mais c'est pas impossible en tout cas. Je finirai par savoir si vous aimez les chats. Alors, on passe au deuxième étage de la fusée, encore plus récent, le de 2012, 2015, le deep learning, l'apprentissage profond en français. C'est quoi?
Donc c'est un cas particulier du machine learning et c'est vraiment le truc qui a fait que le machine learning s'est mis à marcher de façon spectaculaire. Donc c'est une façon en fait de dire à un algorithme d'apprendre. On peut imaginer qu'il y a plein de façons d'apprendre. Oui. Et l'idée du deep learning en particulier, ça repose sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Aïe. Ouais, donc, Là, on va encore. On n'a pas 3 heures devant nous. ouais, on va faire. Juste pour vous prévenir, c'est que ce jeune garçon formidable, Len Nguyen Wang, a une télévision formidable qui s'appelle Science for All. Je vous la conseille vraiment, c'est Science, for avec un 4 et All de A2L, et il est matheux. Et si vous voulez savoir que ça peut être extrêmement compliqué, mathématique, oulala, vous verrez certains de ces épisodes, je n'y comprends absolument rien, mais rien du tout, du tout. Alors, on essaye de ne pas être matheux, on parle français, c'est quoi le réseau de neurones? Donc, un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones qui sont connectés les uns avec les autres. Bon, mais moi j'ai combien de neurones dans ma tête? Alors, un humain, souvent, alors je ne sais pas vous exactement, Mais enfin, en moyenne. un humain a souvent autour de 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones, pas mal. C'est 10 puissance 11. 10 puissance 11. Et on a à peu près, le chiffre qui intéresse un peu plus les informaticiens, c'est souvent en plus le nombre de connexions entre les neurones, qu'on appelle des synapses. Et il est souvent de l'ordre de 10 puissance 14 ou 10 puissance 15, donc c'est millions de milliards. Millions de milliards. C'est beaucoup. Donc, aucun ordinateur n'est capable d'avoir 1 million de milliards de transistors. Alors, ou de faire 1 million de milliards d'opérations. Enfin, Alors, c'est des ordres de grandeur qui sont vraiment un peu à la limite aujourd'hui. Si on prend vraiment des énormes centres de données, tout ça, peut-être qu'on peut arriver à peu près à ça. Mais ce n'est pas tellement ce qui est fait en fait, dans un réseau de neurones artificiel. En fait, on va simuler les neurones. On n'a pas des vrais neurones, on a des neurones qui sont simulés. En fait, on simule la façon dont travaillent les neurones. C'est ça. On imagine des entités virtuelles, des neurones, et qui sont connectés les unes avec les autres. D'accord. Et qui sont connectés, pas tout le temps, quand ils le veulent. Quand Ouais. ils ont une information intéressante, suffisante. Alors, il y a une structure qui peut être préprogrammée souvent. Donc, on va dire, tel neurone, je vais toujours le connecter à celui-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il faut ajuster ces connexions entre les neurones. Enfin, c'est tout, en fait, le jeu de l'apprentissage du réseau de neurones. En fait, ce qu'il va faire, c'est au fur et à mesure, c'est savoir comment mieux connecter ces neurones les uns avec les autres. Et on comprend comment ça marche. Alors, C'est vrai que quelquefois, on ne sait même pas comment il a décidé. Ouais, alors c'est justement très compliqué parce que c'est un peu ce qu'on dit à quelqu'un de se démerder, excusez-moi l'expression. Il fait un truc et on ne sait pas trop comment il y est arrivé, on voit le résultat. Donc comme on ne prend pas par la main, on sait un peu moins ce qu'il a fait pour y arriver. D'accord. Et c'est une vraie difficulté aujourd'hui de savoir comment comprendre ces réseaux de neurones, comment interpréter les calculs qu'ils font. Mais il y a pas mal de pistes qui sont très fascinantes pour y arriver. Typiquement, on peut traiter un réseau de neurones artificiel comme on étudie un réseau de neurones humains, c'est-à-dire on peut faire des espèces de IRM, c'est-à-dire voir un peu... IRM. C'est un IRM. Un IRM de mon ordinateur. C'est un peu ça. Alors, Voir où est consommer l'énergie. Typiquement, en fait, tout ordinateur a déjà plein de systèmes en interne pour se monitorer, pour savoir qu'est-ce qui consomme d'énergie et tout ça. Et donc là, on peut aussi avoir un algorithme qui étudie en particulier ce que fait le réseau de neurones. Et en particulier, il y a un truc qui est assez cool et qui a été étudié sur les algorithmes, sur les réseaux de neurones qui ont identifié un chat, par exemple. On peut se demander, mais qu'est-ce qui fait que d'après ce réseau de neurones, il y a un chat dans cette image ? Oui. Et en fait, on peut observer, étudier certains aspects. On peut par exemple voir, essayer de retirer par exemple les moustaches d'un chat et de voir si ça change les neurones qui vont s'activer. Et ce qu'on a observé, c'est que très souvent, on voit des neurones qui s'activent, en gros, si et seulement si il y a des moustaches. Et ça permet d'identifier, de se dire, ce neurone-là, il a l'air d'encoder la moustache du chat. Ce neurone, il aime bien les chats. Ouais. Comme dans ma tête, un chat, c'est ça? Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un chat, regarde là-bas. Alors qu'elle ne le fait pas. C'est ça l'idée? Il y a des observations des neurosciences qui vont également dans ce sens dans le cerveau humain. Il y a des zones du cerveau où parfois même ils arrivent à identifier certains neurones en particulier qui s'activent si et seulement si on pense à un chat. Bon, vous trouvez ça génial, vous êtes en plein dedans, vous suivez cette actualité à fond la caisse, 24 heures sur 24. Est-ce qu'il y a des moments où ça vous fait peur? Alors oui, il y a des raisons d'avoir des inquiétudes, on va dire. Allons-y, faites-nous peur. Donc il y a beaucoup de sujets de recherche assez intéressants. Donc, par exemple, un des sujets importants, c'est ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Donc par exemple, il y a des intelligences artificielles qui sont entraînées à lire du texte. Et donc elles lisent énormément de texte et elles étudient des régularités statistiques dans les mots du texte. Et grâce à ça, elles arrivent à faire des opérations de sémantique. C'est des trucs vraiment époustouflants. On ne pensait pas du tout, quand j'ai lu ça, et même les chercheurs qui ont publié ça, ils étaient un peu Générateur perdus. de texte.
Alors, pas exactement ça dont je parle, c'est-à-dire que c'est des réseaux de neurones qui sont capables de faire des opérations sur des mots. Donc, par exemple, vous pouvez demander à cette intelligence artificielle qu'est-ce que fait roi moins homme plus femme. Donc, roi moins homme plus femme, on a envie de dire reine. Oui. Et l'intelligence artificielle est d'accord avec nous, c'est assez surprenant. Donc en fait, elle fait ce genre d'opération, voilà, C'est génial. Paris est à la France, ce que Rome est à... Elle répond l'Italie, tout va bien. Mais il y a aussi des biais algorithmiques dans le sens où on a essayé de demander à cette intelligence artificielle qu'est-ce que fait docteur moins homme plus femme. Et là, l'intelligence artificielle a répondu infirmière. Oui. Ce qui est pas cool. Et il faut bien voir que là typiquement, on l'a laissé se démerder avec le texte, là, Oui. et elle a appris des choses du texte. Donc on ne l'a pas suivi. C'est pas le programmeur qui s'est dit j'ai envie de programmer ça. C'est dans les données, et souvent c'est des textes anciens. Voilà, dans les textes anciens, quand on parle de médecine, on parle de médecins et d'infirmières, ou de docteurs et d'infirmières. Et l'intelligence artificielle s'est dit, du coup, l'équivalent féminin est infirmière. Et ça pose des vrais problèmes, parce que si on imagine cette intelligence artificielle discuter avec un enfant, avec un garçon ou une fille, le garçon et la fille disent « Oh, on aimerait faire des études de médecine plus tard, qu'est-ce qu'on peut devenir ?» Cette intelligence artificielle répondrait docteur au garçon et infirmière à la fille. Donc ça, c'est un des gros problèmes, et c'est très difficile à éviter. Parce que, alors là, dans ce cas, on aurait pu anticiper et se dire, c'est vrai qu'il risque d'avoir ce genre de biais dans les textes qu'on donne à l'IA, mais aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles traitent des quantités vraiment monstrueuses de données. Elles lisent tout Wikipédia. Moi, je ne peux pas vérifier tout ce qui se passe sur Wikipédia, c'est énorme. Mais souvent, elles ont des milliards de données, des gigaoctets et tout ça. Et rien que contrôler les données, en gros, c'est infaisable. Contrôler l'intelligence artificielle elle-même, c'est souvent aussi très compliqué parce que si elles ont 1 milliard de synapses, c'est-à-dire qu'elles font des gigaoctets en termes de taille. 1 mégaoctet, c'est un livre. Donc 1 gigaoctet, c'est 1000 livres. Moi, j'ai du mal à lire un livre quand il est mal écrit, parce que là, il faut imaginer, c'est des livres pas bien écrits. Oui, pas très érotique. C'est pas glamour. Hein, c'est pas glamour. Alors, lire 1000 livres pas glamour, c'est vraiment très difficile. Donc, c'est un vrai problème de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut contrôler ces biais algorithmiques et les retirer. Alors, deuxième patch de pub, dans Science for All, avec 4 A2L pour For All, il y a encore, sur les biais algorithmiques par exemple, des trucs très intéressants, et ça va chaque fois d'une façon très pointue. Question, est-ce qu'il faut être matheux pour faire Deep Learning Parce que vous, je vous rappelle que c'est l'X quand même, et vous aimez les maths, hein, vous adorez ça. Dans vos vidéos, il adore ça, presque, il est monomaniaque. Hein, il fait peur, vous faites peur hein, quelquefois, je voulais vous le dire. Hein. Ouais, oui, non mais quand vous... Je suis désolé, mais c'est tellement beau, les maths. Il trouve ça beau. Il y a une vraie élégance, mais il faut être un petit peu habitué, bercé un petit peu dans tout ça, et essayer de trouver la beauté qui est dedans aussi. Est-ce qu'il faut être matheux pour faire du deep learning ou pour utiliser en tout cas les machines, les ordinateurs? Alors, ça reste utile. C'est souvent les meilleurs... si vous voulez vraiment vous intéresser vraiment au domaine, j'encourage vivement les gens à vous intéresser aux mathématiques. Et ça fait peur de prime abord, mais on n'est pas obligé de commencer par les trucs qui font peur. Il y a vraiment de quoi apprécier les mathématiques petit à petit, à tout âge, à tout niveau. Et du coup, j'aurais tendance à encourager tous les gens à s'intéresser aux mathématiques. Les mathématiques sont très belles. Alors peut-être que ma chaîne, c'est peut-être pas l'endroit le plus simple. Il y a d'autres vidéastes, par exemple sur YouTube, qui font des vidéos excellentes pour s'initier aux mathématiques. Oui. Notamment par exemple Mickaël Launay. Mais pour aller assez loin dans la compréhension du deep learning, ça reste utile. Après, ce n'est pas non plus nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien essayer de voir tous ces algorithmes comme des outils. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'outils open source pour essayer d'appliquer ça. Et il y a beaucoup d'efforts pour rendre ça accessible à des gens qui ne seraient pas mathématiciens. Alors là, il faut quand même maîtriser un peu l'informatique. Alors, parlons de ces logiciels open source. Ouais. Prenons par exemple celui de Google, TensorFlow ou celui... Ils sont en libre accès. Ouais. Est-ce que demain matin, une TI, une entreprise de taille intermédiaire, un gamin un peu doué, une petite entreprise, une start-up, peut s'en servir? Est-ce que demain, ça peut devenir des outils grand public? Comme aujourd'hui les traitements de texte. À l'époque, c'était un truc faramineux.
Alors, je ne sais pas si vous avez des expériences. Enfin, moi, j'ai rencontré des startups qui s'appuient sur TensorFlow. Alors souvent, c'est des gens qui sont quand même dans le milieu. Enfin, faut apprendre un petit peu à utiliser ces outils. Hein. Oui. Ça ne vient pas non plus tout seul. Donc il y a un peu d'auto-formation à faire. Mais une fois qu'on a fait cette auto-formation, il est possible d'utiliser ces outils pour améliorer le service, typiquement dans la recommandation service client. Dans la start-up, vous m'arrêtez. Hein, en général, il y a un inventeur, ingénieur, un financier et un marketeur. Ouais. D'ailleurs, à la fin, c'est le marketeur qui gagne. Est-ce qu'il faut maintenant avoir un inventeur, un informaticien et un financier ou un marketeur? Et un Toujours data un CTO. scientist. Ou un data scientist? Un data science, oui. Oui. Oui, de Pour moi, plus en oui. plus. Pour moi, oui. Mon premier associé, c'est Julien Lecoeur, que tu connais peut-être, qui est à l'EPFL, qui vient de passer sa thèse de doctorat en robotique. Donc, voilà. Et c'est important. Ça ne fait pas un entrepreneur. Non, ça ne fait pas un entrepreneur, mais par contre, ça fait quelqu'un de très pertinent sur le traitement de la donnée en particulier. Et dans notre projet, c'est très important. Vraiment, on peut s'en passer aujourd'hui? Oui. Bah, ça dépend de l'activité. Oui. Ça dépend de l'activité. Ouais. Mais sur plein, je pense qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui, parce que l'intelligence artificielle, tous ces outils sont encore récents, encore nouveaux, et il y a encore besoin de beaucoup de travail pour essayer de trouver toutes les applications, et notamment, j'ai cité la santé, mais il y a plein d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité, hein, dans le domaine de l'assurance par exemple, dans le domaine du marketing, de la banque. C'est les applications les plus directes, mais après, comme toutes les entreprises sont en train d'être transformées digitalement et que le digital s'impose partout, il a fort à parier qu'effectivement, il y aura des data analystes prochainement partout. Ouais. Et typiquement dans le monde de la santé, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de gens qui prennent ces outils et qui les adaptent au cas par cas, parce que on parle de sauver des vies, hein, c'est quand même c'est noble, j'aime bien. Oui. Et pour l'intimité et pour l'anonymat, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a des problèmes d'éthique que vous... Je sais que vous en avez soulevé dans Science for All, 3e page de pub. Hein. Je sais que vous les avez soulevés. Vous, ça vous concerne directement? Vous avez 31 ans, vous arrivez dans un monde ouf. On va tous se noter, se viser, se superviser, se reconnaître, s'analyser, s'enregistrer dans des mémoires infinies. Est-ce que vous avez, alors pour parler français, les jetons? Il y a quand même des trucs qui sont... il faut faire attention, on va dire, au moins. Donc, typiquement, typiquement, le séquençage de l'ADN, c'est une opportunité énorme. Formidable. C'est quelque chose qui peut permettre d'anticiper les maladies qu'on va avoir, s'y préparer, les éviter, et avoir une réduction de coûts et une amélioration de la santé publique absolument énorme. Ça représente aussi un danger, beaucoup de risques potentiels. Aujourd'hui, les données médicales ont plus de valeur sur Internet, dans les marchés de dark web, là, les trucs pas légaux, ça a plus de valeur que les données financières. Parce que, notamment aux États-Unis, les assurances sont très intéressées par ce genre de données et d'anticiper les maladies des uns et des autres. Donc là, typiquement sur l'ADN, et sur l'ADN, il y a des trucs très indirects. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, je me fais séquencer mon génome, en fait, et que ça devient public, ou une partie de mon génome devient public, je révèle des informations sur toute ma famille. Oui. Donc je mets en danger toute ma famille, tous mes proches. Et vos origines suédoises? Et mes origines suédoises, il faut un peu secret. Fallait pas le dire, je suis désolé. Non, j'ai lu votre génome, excusez-moi. Non, on va s'amuser là-dessus. Merci les Nuits d'avoir été notre invité dans un programme très très chargé, parce que je rappelle toutes vos activités, plus la télé, rappelez-moi le titre déjà. Science for All. À charge de revanche. Nous sommes là pour les mêmes causes. Je rappelle que vous êtes X, polytechnicien, donc MIT, plus Boston, et actuellement le Polytechnique fédéral de Lausanne. Joli truc. On vous retrouve très bientôt. Vous restez là, s'il vous plaît. On a besoin de vous parce que le grand jury, le grand taux, dans quelques instants, juste après une petite page, un petit générique, 4 entreprises, 4 start-up, 4 projets vont être confrontés à l'analyse implacable mais bienveillante des personnes qui sont ici. Merci et à très bientôt. À tout de suite. Deuxième partie de l'émission, rien à voir. Vous allez voir défiler devant vous 4 projets, 4 équipes, 4 idées, 4 start-up. Ils vont plancher, ils auront un temps limité, 3 minutes grand maximum, devant le grand jury. Vous poserez ensuite, c'est votre devoir, toutes les questions possibles et imaginables. Il y a une chose très importante derrière,
c'est qu'il y a des choses à gagner. Il y a un concours. Derrière ces présentations de 4 projets, il y a un concours, plein de choses à gagner. Explication par l'initiateur de ce concours, Éric Michou. Regardez. Il est évidemment important de rappeler les règles de fonctionnement du vote. Comment vont être sélectionnés nos jeunes start-upers, nos jeunes qui vont venir mettre leur vie entre vos mains? D'abord par un jury de connaisseurs, d'industriels, de mentors, de philosophes, de docteurs en intelligence artificielle même. Mais surtout, et aussi, une société, un jeune, va être choisi par vous, par les internautes, par votre choix, celui qui sera votre coup de cœur. Donc votez. Votez encore pour tous ces jeunes qui attendent que vous votiez pour eux. Et je compte d'ailleurs sur eux pour appeler leurs amis qui vont leur demander de voter. Mais surtout, à la fin, 4 start-upers sont primés avec une aide incroyable pour les aider à faire vivre leurs rêves. Pascal? Oui. Ah, très bien. Prêt? Toujours. Bon, c'est le grand oral, on y va? C'est parti. Allez, direction de plateau. Je suis. Premier projet, premier invité de ce concours, Pascal Semy, il a 42 ans, il a fait 10 ans dans les arts graphiques et 10 ans dans les ressources humaines. Et bien il est resté dans les RH avec un logiciel qui nous permettrait, paraît-il, de mieux choisir nos collaborateurs. Pascal, je vous en prie, asseyez-vous, enfin restez debout, pardon. Vous avez devant vous le grand jury. Je vous rappelle les règles du jeu. 3 minutes, pas 1 seconde de plus, je vous coupe. Et ensuite les questions. Un conseil, répondez brièvement, parce que si les 2 ou 3 n'ont pas le temps de vous poser des questions, ils ne vont pas vous aimer et ils vont vous saquer. Vous êtes d'accord? Très bien. Vous êtes prêts? Je connais les règles. C'est quoi votre projet? Vous avez 3 minutes, top chrono. Bonjour à tous, Pascal Semy, CEO et héros fondateur de managerdetalent.com. Notre solution s'adresse aux organismes qui aident au retour à l'emploi, Pôle emploi, Mission locale, IAE et autres, aux organismes de formation, donc les CCI formation, les rectorats et les entreprises. Notre but, à travers des algorithmes intelligents, d'accompagner en fait les collaborateurs, les individus, à cartographier leurs propres compétences, à travers notamment les compétences cachées, à travers leur hobby et ainsi de suite. On part en fait d'une étude de marché, et notamment dans cette étude de marché, on a pu voir qu'une personne sur 5 qui va dans l'emploi, dans les 45 premiers jours, arrête son embauche. Donc on a un turnover en France qui est juste important. Et ce turnover, 50% de ce turnover, c'est notamment dû à une divergence de point de vue. Quand la personne arrive dans l'entreprise, il a une divergence de point de vue avec son équipe, avec son N+1 et ainsi de suite. 6 personnes sur 10 révèlent que ce qui les motive dans leur entreprise, ce qui fait la qualité de vie au travail, c'est leur reconnaissance de leurs compétences. Donc, manager de talent, on est parti de ce constat-là. Notre but, à travers un CV, à travers des réalisations, c'est de faire émerger, grâce à l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, de faire émerger l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être, relations interpersonnelles, leadership, de l'ensemble des utilisateurs. On apporte du coup aux entreprises 3 choses. On leur permet de diminuer leur turnover, de créer des équipes projets et de développer les compétences à travers 3 outils. Le premier outil, c'est le chasseur de talent. Le chasseur de talent va identifier l'ensemble à nouveau des compétences d'un individu, les compétences de l'équipe accueillante, et va pouvoir faire un taux de matching entre, d'un côté, des compétences des candidats, et de l'autre côté, une équipe déjà en place. On va aussi on va favoriser notamment la mobilité interne. Ensuite, le deuxième produit, qui est le générateur de Dream Team, lui, va être dans la constitution d'équipes projet. On a un projet qui arrive dans une entreprise, qui est dans le secteur automobile, par exemple, eh bien, on va pouvoir aller voir toutes les personnes qui ont les appétences dans leur parcours, mais aussi dans leur hobby, pour ce projet, et les réunir entre eux. Et enfin, le dernier et troisième module, c'est le module qui s'appelle le booster de compétences, qui va analyser les compétences d'un individu, les cartographier, les enregistrer dans une immense bibliothèque qui aujourd'hui agrège l'ensemble des communautés managers de talent, et derrière, lui apporter les meilleures formations, les mentors pour développer ses propres compétences. Donc c'est un outil qui va être dédié aux collaborateurs, apporté directement par l'entreprise. Donc manager de talent, vous l'avez compris, c'est l'outil de demain qui va accompagner les entreprises à manager leurs compétences et leurs talents. 3 minutes, pile poil, bravo pour le timing, bravo. Merci. J'ai une question avant que
Les hobbies, vous allez comment connaître les hobbies des gens? Alors, on est sur du déclaratif. Donc, l'individu met son CV. Une fois qu'on a mis le CV, on va aussi permettre à l'individu d'avoir un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, il va voir qu'en faisant des interactions, en rajoutant ses hobbies, en rajoutant des réalisations pro ou extra-pro, ils vont avoir d'autres... Pardon, j'ai eu le temps de poser la question, je vous ai piqué de votre temps. Il n'y a pas de souci. d'antenne. Allons-y. Première question. Moi, je voulais vous demander, on a compris le projet, merci, et vous êtes à la télé, profitez-en. Où vous en êtes aujourd'hui et de quoi avez-vous besoin dans les 6-12 prochains mois? Réponse courte. Réponse courte. Aujourd'hui, on a besoin encore un peu de temps pour finaliser le produit. Donc, on est entre 3 et 6 mois. En revanche, on recherche des structures pour tester notre produit. On a déjà aujourd'hui 3 structures, Enedis, la mission locale et notamment les CCI. Et donc le but, en fait, c'est de pouvoir justement implémenter en fait, notre outil dans d'autres organisations pour avoir plus de données. Une grosse boîte? Plus on a de grosses entreprises, plus on a d'individus, et plus on a d'individus, mieux c'est pour nous. Claude? Votre stratégie commerciale vers Pôle emploi, par exemple, vers des grosses entreprises ou vers des indépendants? Oui, on a été retenu l'année dernière, on a gagné en fait un pitch, on a eu un go de la part de Pôle emploi l'année dernière, au mois d'octobre dernier. Je parlais tout à l'heure des missions locales. Le but pour nous, c'est justement d'accompagner l'emploi. On a, notamment en région, des gros leviers par rapport à ça. Ce qui me permet maintenant d'un peu mieux comprendre ce que tu étais en train de dire. Donc si je comprends bien, le module 1, en fait, c'est plutôt pour accompagner en fait, à l'emploi. Le module 2, c'est pour les organismes de formation afin d'identifier les meilleurs matchings ou d'accompagner en fait, aussi à l'emploi lorsqu'elles bossent avec le Pôle emploi. Et le module 3, c'est pour les entreprises afin qu'elles constituent les meilleures équipes. En fait, chaque module est une brique. Et donc, en fonction du client, on apporte la brique dont il a besoin. Donc, on peut apporter les 3 briques, par exemple, dans une entreprise, la mobilité, la partie constitution d'équipe et le développement des compétences. Comme on peut l'apporter chez Pôle emploi, on peut l'apporter dans un organisme de formation, et ainsi de suite. Et quand tu parles d'utilisateurs, en fait, oui. Par exemple, au Pôle emploi, les utilisateurs, c'est ceux, Ce en sont fait... les demandeurs d'emploi. Ils s'inscrivent, ils oui. leur... OK. C'est les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi les conseillers Pôle emploi qui vont pouvoir interagir avec justement les individus qui croisent. Yves. La question centrale, c'est la donnée. Comment tu peux t'assurer que les gens vont les inciter à remplir leur profil, puisque pour que ça ait du sens, il faut que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait beaucoup de données dans ton système. Oui, la donnée est pour nous cruciale. Donc c'est pour ça qu'on travaille déjà avec des structures pilotes. Par exemple, chez Enedis, on est en train de travailler avec directement les RH. On est en pourparlers pour aller travailler justement avec ce collectif de RH pour qu'eux aillent sensibiliser ensuite les utilisateurs. On a une question, ce qu'on appelle l'onboarding, l'embarquement des collaborateurs, qui est crucial. Pour ça, on a une doctorante en interne qui est spécialiste en expérience utilisateur et en sciences cognitives, qui va justement adapter nos outils à chaque environnement. D'accord, mais il faut les faire adhérer. Pour les faire adhérer. Jean. La réforme donc, qui va se mettre en place, puisque nous aurons maintenant des opérateurs de compétences, et c'est qu'on va juger de plus en plus, ce qui est logique, les individus sur leurs compétences plutôt que sur leur diplôme. Oui. On est en phase avec l'outil qui est en train de se construire. Bien sûr. Et le timing que vous voyez pour finaliser cet outil. On est en plein dedans. J'ai eu la semaine dernière, par exemple, Carrefouref, qui est la structure d'orientation en France sur les formations. On sait qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu le pacte régional d'investissement pour les compétences de 150 millions d'euros pour justement l'investissement sur les compétences. On est pilote. On est en plein dedans. Et nous, notre outil, comme je le disais à Fabien, nous, aujourd'hui, notre outil, on est à 3 mois. C'est-à-dire que déjà en ligne, vous allez sur app.managerdetalent.com, vous pouvez vous enregistrer, mettre votre profil et derrière faire jouer déjà les algorithmes. Pascal, très bien pour la page de pub, bravo, très malin. On est dans le temps réglementaire. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Vous avez été bref. J'en ai une parce que j'en profite du droit. Pour aller chercher ce que je fais, moi je suis demandeur d'emploi, vous allez aller sur Instagram, non. LinkedIn, Facebook, regarder mes vieilles photos, savoir si j'ai été... La question porte sur la RGPD. Bon. Là, en l'occurrence, chaque utilisateur, nous voulons redonner le pouvoir numérique à chaque utilisateur. Parce que quand j'étais petit, j'ai pris des photos sur Facebook. Vous avez bien fait. J'étais pas beau à voir, j'ai pas envie que mon employeur le sache. Vous n'irez pas les chercher. Si l'utilisateur le désire, il a la possibilité de les mettre. Bon. Mais c'est uniquement avec son consentement. Merci. Merci Pascal. Je vous en prie, régnez votre place. Merci. Alors, on peut vous applaudir. Bravo pour les 6 minutes. Très dense. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ne me dites pas si votre première impression à chaud. Moi, très belle promesse, j'attends de voir Belle promesse. des retours de résultats. Oui. Pareil. 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 Le bonheur au travail, c'est un sujet de fond, donc c'est un très, très vaste sujet. Et après, la donnée, comme je disais tout à l'heure, embarquer les gens, ça ne peut pas être facile. Bah, le calendrier, ça va être en phase dans ce qui est en train de se construire, quoi. Ne me dévoilez pas encore pour qui vous allez voter. On va passer tout de suite au deuxième candidat. J'espère qu'il va être cool le jury. Ouais, c'est plus avec les caméras. Super. C'est bon, c'est bon, là. Vous êtes deux, quoi. Ouais. Donc 2 fois plus de chances de bien vous défendre. Exactement. Super. Allez, c'est bon, Toral, on y va, je vous emmène au Yes, parfait. En avant. Deuxième équipe à plancher, c'est deux grosses têtes. Nicolas Cruau et Clément Benassi, ils ont tous les deux 23 ans. Le premier, Nicolas, est polytechnicien, il sort de l'école en juin prochain. Et le deuxième a fait agro-paritech, dit-on. Il en sort également de l'école. Il propose un truc génial pour transformer les résidus de nos études, de nos ordures ménagères, d'en faire du granulat. Bonjour, installez-vous. Bonjour. Vous connaissez les règles du jeu. 3 minutes à la seconde près pour présenter votre projet. Et ensuite, les questions. Faites des réponses courtes. Il faut que tout le monde ait le temps de vous poser des questions. Vous êtes prêts? Ça marche. Top chrono. Donc bonjour, je vais vous parler, malgré qu'on soit une start-up, nous on ne développe pas une application ou de la crypto-monnaie, mais je vais rester beaucoup plus terre à terre et je vais vous parler de cette petite pierre. Donc ce granulat, qu'on a appelé anthropocyte, il va réduire à lui tout seul de 5% l'impact carbone français. Donc en fait, notre secret, c'est que ce n'est pas un granulat qui est extrait des carrières, mais un granulat qui est fait à partir de déchets ménagers non recyclables, c'est-à-dire tous les déchets que vous mettez tous les jours dans votre poubelle. Résidus alimentaires, mouchoirs usagés, plastique non recyclable. Donc nous développons un procédé de fossilisation qui permettrait de les rendre complètement inertes et de les transformer dans ce caillou. Donc ce caillou pourrait être ensuite utilisé dans le BTP. Et aujourd'hui, les procédés qui sont utilisés sont des procédés d'incinération et d'enfouissement, qui sont des procédés fortement émetteurs en carbone. Et en évitant ces procédés, nous récupérons des crédits carbone sur ce granulat et nous produisons donc le premier granulat à impact carbone négatif. Donc ça a un intérêt parce que si on le mélange par exemple au ciment qui est fortement émetteur en carbone, on obtient par exemple du béton zéro carbone. Et donc ça c'est le Graal un peu pour les constructeurs pour notamment pouvoir construire des écoquartiers ou des maisons écologiques. Donc nous nous adressons aux acteurs du BTP et aux collectivités qui souhaitent avoir un meilleur impact environnemental. Vous êtes le seul à parler. Non, c'est mon tour. Nous, donc à la base, c'est un projet familial. Donc on se base sur les travaux de mon père qui travaille depuis quand même plusieurs années sur cette technologie. Lui, à la base, il est spécialisé en formulation de béton innovant. Et donc c'est à partir du cœur de la technologie, donc une pâte cimentaire innovante, qu'on arrive à faire ce granulat. Donc on est également 3 ingénieurs à l'accompagner. Donc il y a Clément ici présent d'AgroParisTech, mon frère William qui est lui ingénieur de l'UTC et moi-même qui suis de Polytechnique. Pour le moment, on est dans une phase où on est en train d'essayer d'obtenir une norme de la part du bâtiment pour pouvoir utiliser ça dans les routes et dans le béton. Et ensuite, dès cet été, nous allons pouvoir lancer notre première chaîne expérimentale de production de ce granulat pour pouvoir prouver notre procédé industriel et notre modèle économique. Donc pour résumer, on est néolithe, on veut réduire de 5% l'impact carbone français en transformant vos déchets ménagers en granulats pour le BTP. Nous on pense et on est même convaincus que l'écologie ça peut plus se faire à une échelle locale, il faut passer à l'échelle mondiale et donc nous c'est ce qu'on veut faire avec Néolithe et c'est déjà un bon petit pas je pense. Bravo, 2 minutes et 40 secondes, vous avez tenu les temps. Si j'ai bien compris, vous récupérez les déchets ultimes ménagers. C'est ça. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui n'a pas pu être recyclé. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de métal, c'est parti avant. Tout le plastique noble est enlevé. C'est donc un truc dégueulasse. Vous le séchez et vous en faites ça. À vous maintenant, les questions, les membres du jury. Ils sont 5, rappelez-vous. Si vous faites des réponses trop longues, eh bien, il y en a 2 ou 3 qui ne pourront pas vous poser de questions et donc ils seront très frustrés et ils vont vous saquer pour le concours. Réponse courte. Qui commence? Allez, Oui. la roadmap à 24 mois, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Il vous manque de l'argent, il vous manque qu'est-ce qui sur les 24 prochains mois? Alors oui, évidemment, il nous manque aussi de l'argent pour les 24 prochains mois. Mais au niveau compétences, nous, on a déjà tout ce qu'il faut. Il nous faut juste aussi recruter un ingénieur pour le process, pour développer le process.
Et donc, à 24 mois, nous, on se voit déjà pouvoir lancer des industries dans toute la France. Et donc, combien il vous manque? Voilà, il nous manquerait à peu près 1 million, je pense. 1 million d'euros. Mm. Quel est le lieu de fabrication de ces granulats par rapport au lieu de récupération de vos ordures ménagères? Parce que vous parlez effectivement d'économisant l'impact carbone, mais si on compte le nombre de voyages de camions qui vont se faire pour aller de l'un à l'autre, on risque de tomber effectivement dans quelque chose qui est négatif. Non, parce qu'en fait, nous, on a vocation à remplacer les centres de traitement existants. Donc, tout ce qui est incinérateur et enfouissement. Ce qui sont en fait, c'est des installations locales. À chaque collectivité a son incinérateur. Et donc, nous, on va créer une usine néolithe à chaque endroit, en fait, là où il y a normalement un bassin de déchets. Donc, en fait, ça va être extrêmement local. Tout à l'heure, en fait, à la question de Fabien, tu as répondu que tu avais toutes les ressources, enfin toutes les compétences, et toi, tu as tiqué. Pourquoi? Non, parce que je trouve ça marrant de dire qu'on a tous les compétences, alors que bon, on vient de sortir d'école. Il manque un peu d'expérience, je pense. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Comme disait Clément, je pense qu'il nous manque un vieux de la vieille sur le procédé industriel. Vraiment quelqu'un qui s'y connaît en usine. Parce que là, nous, on n'est pas dans ce domaine-là précisément. Et pour adresser le marché, vous avez des compétences aussi? Pour adresser le marché, c'est un marché B2B avec très peu d'acteurs. Donc ça, c'est mon boulot. Et a priori, pour l'instant, ça va. Vous arrivez à récupérer des déchets? C'est compliqué, hein. Aujourd'hui, des gens se battent pour en avoir. Hein. Ouais, mais on est en train de s'installer là. On cherche à s'installer dans un premier lieu pour traiter une partie des déchets d'une collectivité. Et pour l'instant, ils ont quand même l'air assez optimistes sur. Ce sera en Bourgogne? Parce qu'on a plein de gens qui connaissent plein de gens ici. Si on peut le faire en Bourgogne, nous, on est d'accord. Parce qu'ils ont un carnet d'adresses formidables. Yves, une question. Vous avez une idée du délai industriel pour faire la première usine, le premier prototype d'usine de retraitement, en fait? Disons qu'en fait, là, actuellement, donc, nous, on est en train de finir notre R&D justement pour avoir la norme qui me permettra de l'utiliser. Une fois qu'on a ça, on va faire une chaîne expérimentale donc d'ici début janvier, et début janvier 2020, dans 1 an. Et dans 2 ans, on pourra vraiment passer à une usine qui pourra traiter l'ensemble des déchets d'une ville. C'est ça ma question, c'est quelle est l'estimation que vous avez de temps et de budget qu'il vous faut pour faire la première usine, en fait? 2 ans en termes de temps pour arriver à la première. Et en termes de budget, l'usine, la taille réelle, ce serait 3 millions d'euros. Et Jean, enfin? Donc là, vous allez être lié directement aux collectivités territoriales de notre France, pour le moment, en parlant de la France, au niveau du dispositif. Donc là, vous allez avoir des relations avec l'administration, avec l'inertie de l'administration, qu'elle soit en collectivité territoriale et d'État. Vous avez certainement déjà de l'inertie pour la mise en place de normes et de faire reconnaître vos produits. Donc il y a un effort important. Est-ce que vous avez pensé que ça va être un effort sur un long terme pour attaquer ces collectivités? Voilà. Je pense qu'il va falloir essayer de convaincre tout le monde, aller voir tout le monde et leur expliquer notre solution, pourquoi elles peuvent utiliser notre technologie. Mais a priori, même si on n'a qu'une ou 2 collectivités qui nous achètent notre technologie, qui veulent utiliser notre technologie par an, ça fera quand même une belle entreprise parce que c'est des marchés qui sont énormes. Le temps est écoulé. Merci Nicolas, merci Clément. Je vous en prie, on peut vous applaudir pendant que vous rejoignez, je vous en prie. Voilà. Entre nous, là, ils ne nous entendent plus. Voilà, ils sont passés de la porte. Vous en pensez quoi? Sans dévoiler votre point de vue. C'est une super idée. Super idée. Ouais. L'idée est bonne. Après, moi, j'aurais aimé qu'ils me disent si ça venait en substitution de l'existant ou si ça vient en complément. Il y a beaucoup d'énergie pour mettre le process industriel en place et je ne suis pas sûr que ça soit aussi positif que ça énergétiquement parlant. Oui. Jean? Pour moi, c'est plus la complexité territoriale, puisqu'il y a le problème de la construction des unités de production, de la propriété de ces unités, et puis du devenir de tout ça. Mais c'est pas... Hein. Claude? Oui, moi, ça ne m'a pas tellement convaincu, le fait d'amener des ordures ménagères d'un lieu à l'autre. Et là, on a quand même un impact carbone qui est très négatif. Ah, ils prétendent qu'ils vont faire baisser, au contraire. Ils vont faire baisser. J'espère pour eux. Oui, non. On va accueillir tout de suite la 3e équipe. Salut Jonathan. Bonjour. Ça va? Très bien, oui. Allez, je t'en remercie, on y va. Ouais.
Il s'appelle Jonathan Flao, il a 29 ans, il a cofondé une entreprise il y a 1 an et demi, il est originaire de Tours, avec un produit qui se promet de minimiser les dégâts dans les maisons en cas d'inondation. Jonathan, bonjour, approchez-vous du jury. Bonjour à tous. Vous êtes en Bonjour. face, je vous rappelle les règles du jeu, vous avez 3 minutes pile poil pour expliquer et convaincre. Très Top bien. chrono, c'est à vous. Alors mon projet consiste à protéger les maisons contre les inondations. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les inondations concernent 17 millions de personnes et que ça occasionne d'énormes dommages. Et avec les changements climatiques, cela ne fera que s'empirer. Eh bien, quand on regarde ce qui se passe sur le marché, il existe déjà des protections existantes, notamment des sacs de sable ou des battards d'eau. Mais entre nous, qui a vraiment le temps de positionner ces protections lorsqu'il y a une inondation? Imaginez une grand-mère devoir lever ses jambes lorsqu'elle met un bâtard d'eau, un système de planche devant ses portes d'entrée. Imaginez les personnes récupérer les sacs de sable et les placer devant les portes d'entrée. Eh bien, les protections ne sont pas assez réactives face au risque d'inondation. Eh bien, notre réflexion s'est basée sur l'ouverture des portes. Dans nos habitations, les portes et les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur pour accueillir les personnes. Eh bien, nous, on s'est dit, quel est le seul objet dans une maison qui s'ouvre vers l'extérieur? Il s'agit tout simplement du volet. Eh bien, on a repensé le volet en lui apportant des fonctions complémentaires. Imaginez un véritable bouclier face à l'eau pour se protéger des inondations via un geste du quotidien. Maintenant qu'on a une protection qui est permanente, il fallait la rendre connectée, la rendre autonome, donner un véritable instinct de survie à votre maison. Eh bien nous, on a trouvé la solution. Il suffit tout simplement de relier nos volets au système d'alerte local. Il s'agit tout simplement de caméras intelligentes qui vont détecter un niveau d'eau, qui vont envoyer une alerte à notre volet, et via une mécanique, il va tout simplement se verrouiller de lui-même, un peu comme une porte coupe-feu. Il nous sera des portes coupe-inondation. Donc on va aller plus loin dans la démarche, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut communiquer les données. Elles vont cogiter entre elles. C'est-à-dire que les propriétés d'un objet A peuvent cogiter avec les propriétés d'un objet B. Eh bien, dans notre situation, les maisons vont pouvoir se connecter et communiquer entre elles. Et de véritables quartiers vont pouvoir se disposer entre eux et avoir cet instinct de survie pour se protéger autonomement, en toute autonomie. Donc ce projet, il consiste à répondre à un besoin précis, notamment dans les communes, on a une obligation et un cadre légal. Il s'agit du plan de prévention risque inondation. On a justement des travaux qui sont obligatoires et on a à côté une subvention. Eh bien mon produit va à la fois répondre au plan de prévention et également être subventionnable par le fonds Barnier. Vous êtes en avance, vous avez encore 1 minute. La mécanique elle-même, je me permets, la mécanique elle-même, vous changez mon volet? Alors les volets actuels, on va les remplacer par nos volets et un geste du quotidien suffit. C'est-à-dire que la mécanique reste manuelle. On peut ouvrir ou verrouiller son volet via le geste du quotidien. Mais nous, on veut y ajouter des ventouses magnétiques sur le côté. Donc ces ventouses magnétiques fonctionneront sans électricité. Elles vont recevoir le signal en amont. Un maire, depuis sa commune, pourra avertir à la fois les usagers via un SMS, mais pourra protéger toutes les infrastructures, les hôpitaux, les écoles, et protéger tous les établissements publics depuis son domicile. Et nous, on va proposer cette option aux clients pour pouvoir protéger ces maisons. Le volet sera imperméable, rendra imperméable mes maisons. Alors il sera, en plus d'avoir une étanchéité à l'air et à l'eau, il va avoir un confort acoustique et thermique qui va être amplifié, et il va également être dissuasif face au cambriolage. Merci, 3 minutes pile poil. Les questions du jury, messieurs, mesdames, madame, c'est à vous. Moi j'ai une question, ça se ferme automatiquement, ça détecte en fait qu'il y a un enfant entre... Alors la fermeture se fait manuellement, effectivement, le bras est mécanique. C'est-à-dire que la porte va se verrouiller tout doucement, et va compresser par la suite. Donc le plan de joint entre le volet et l'encadré. Alors j'ai du mal à comprendre. Tout à l'heure, en fait, tu as dit que quand une alerte était lancée, ça permettait en fait que les portes se fermaient d'elles-mêmes, en fait, automatiquement, sans l'intervention humaine. Donc la ventouse, le courant va se couper, et on a un bras mécanique, comme une porte coupe-feu, qui va intervenir et verrouiller le dispositif. On peut le verrouiller manuellement, c'est simplement pour les cas d'oubli ou les entreprises ou des établissements que j'ai mis en Airbnb ou que je n'ai pas pensé justement à verrouiller mon volet, je peux mettre cette option d'autonomie à mes volets. Autre question, Claude Taillet. Oui, vous avez pensé à protéger votre système. Alors aujourd'hui, on a déposé un premier brevet, on a fait une étude de brevetabilité et également une liberté d'exploitation sur plusieurs pays. On a détecté 3 brevets aujourd'hui sur lesquels on a dû se défendre. Donc il existe aujourd'hui des portes étanches dans le domaine aéronautique ou autre. Donc nous, on a trouvé justement une innovation à notre produit, et notamment sur des systèmes de magnétique connectés en soi. Donc ça, c'est en cours, tout a été établi, et puis on a avancé au niveau de la propriété intellectuelle. On est propriétaire. Fabien ? En modèle économique et au niveau de vos clients, vous avez pensé aux assureurs? Alors les assureurs, effectivement, font partie de notre business model, étant donné que quand on est en zone inondable, on paye une franchise plus élevée. Nous, on va pouvoir faire du rachat de crédit à la concurrence en disant, voilà, si nous, on peut minimiser les dégâts, on peut diminuer le taux de transformation des dégâts causés par une inondation.
dans tel secteur, et on peut proposer justement aux assureurs, aux promoteurs immobiliers, justement de préconiser notre produit. Jean? Calendrier de votre programme? Aujourd'hui, on vient tout juste de terminer la phase de recherche et développement. Le produit est prêt à être industrialisé et on commence la phase de commercialisation là, à la fin du mois. L'objectif, c'est de faire 15 ventes et ensuite on passe sur une levée de fonds parce que j'ai un investisseur privé qui est prêt à mettre 500 000 € sur la table. Yves, comment vous adaptez à la grande diversité des ouvertures? Vous avez des portes de garage, vous avez des bleus, des rouges, des jaunes, vous avez une notion esthétique. Voilà, tout à fait. Donc il s'agit d'une gamme de produits qu'on va amener petit à petit, qui va se faire de manière modulable. Donc pour les grandes ouvertures, c'est simplement des systèmes de volets pliables ou alors des manières modulables comme un bâtard d'eau. Ça va être un produit hybride entre un volet et un bâtard d'eau. Donc là, il est en cours également pour les grandes ouvertures, c'est en cours en recherche et développement. Ça prendra à peu près 6 mois pour le développement des grandes ouvertures. Et la notion esthétique, parce que vous avez des volets en bois, des volets du coup... Alors notre produit est en matière composite, donc du polyester avec de la fibre de verre. Ça résiste à l'eau, c'est la matière qu'on utilise pour les coques de bateau. Donc en soi, il est personnalisable, on peut y apporter de l'adhésif, on peut y coller des objets et on peut le peindre. Donc cette personnalisation va pouvoir être apportée à l'esthétique du produit. Vous avez déjà des protos qui sont installés, vous avez un showroom où les gens peuvent aller. Alors j'ai aujourd'hui 2 maisons test, une placée en zone inondable et une placée non loin d'un aéroport en zone de cambriolage. Les deux ont été posées, approuvées par les clients, dont j'ai fait signer un contrat de confidentialité bien sûr. Et le produit est visible, j'ai des vidéos et un prototype en taille 1 et j'en fais construire un en taille 0,5 pour le présenter lors de plateau. Jonathan, le prix? Alors, une porte fenêtre. Une porte aujourd'hui est à 3 000 €, sachant qu'elle est subventionnable à hauteur de 40% pour le particulier et 20% pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et je peux aller jusqu'à combien de mètres d'inondation? Alors aujourd'hui, une inondation, il faut savoir que c'est à peu près 1,30 m. Nous, notre produit va rendre étanche toute l'ouverture. Ça peut monter jusqu'à 2 mètres. Non, ça n'existe pas les inondations de 2 mètres. Ça peut exister, ça s'appelle des effets de ruissellement. Il s'agit tout simplement de l'eau qui va glisser sur le béton et qui va atteindre 2 mètres et glisser après en bas vers les crues. Messieurs les membres du jury, est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore le temps, il a été très bref, oui. Comment t'es venue l'idée? Alors, je travaillais justement à la banque auparavant et une personne âgée me parlait du changement climatique, me disait qu'il faut faire quelque chose. Je suis allé chez lui, j'ai vu un tas de dossiers sur ces inondations, ce sont des recherches depuis 15 ans. Il m'a dit, regarde le marché des inondations, il faut faire quelque chose. J'ai lu, il avait eu l'idée de faire des panneaux mobiles. J'ai dit, mais on ne peut pas faire des panneaux mobiles, sinon on revient au même que le bâtard d'eau. Ce n'est pas des protections qui étaient permanentes. Il faut, nous, un système de crochets, des ventouses et également des crémones et des charnières qui devaient être sur place pour pouvoir mettre en place ce produit-là. Le cursus, c'est quoi? Alors moi, j'ai rien à voir dans le domaine aéronautique. J'ai fait un master marketing, innovation des services et comportement du consommateur. Mais dans l'équipe, j'ai une personne dans l'aéronautique et quelqu'un qui est conducteur de travaux pour allier les compétences industrielles dans le monde du BTP. L'équipe, vous êtes 3 actuellement? On est 3 associés et 6 personnes au total, donc 3 associés et 3 responsables techniques. Une personne qui m'apporte son expertise, il s'agit du fils de François Wolski, donc un des interprètes du projet, et qui lui était, si vous voulez, il est major à la gendarmerie en côté aéronautique. Une dernière question? Qu'est-ce qui vous manque le plus du coup? Ce qui me manque le plus aujourd'hui, c'est de la compétence de design et embaucher. J'ai besoin d'embaucher des commerciaux, juste embaucher. Dernière question très personnelle, vous avez investi beaucoup de votre argent? Personnellement, on a investi jusqu'à 30 000 € de notre poche depuis 1 an et demi avec mes 3 associés. Toutes vos économies? J'ai vendu ma voiture, personnellement. Personnellement, j'ai vendu ma voiture. Donc vous êtes mouillé jusque-là? Oui, bah après, il faut prendre le risque. Une start-up, c'est... Il avait sa porte. Sans jeu de mots. Voilà. Non, mais une start-up, pour moi, c'est sauter d'une falaise, construire un avion et décoller avec. On la connaît bien, cette image. Ouais. Merci. Merci Jonathan, je vous en prie. Regagnez Merci à vous. la salle À de bientôt. repos tout à l'heure, juste à Merci. côté. On peut l'applaudir. Bravo. Pour la pause, les futures portes parfaitement étanches, je ne sais pas. En tout cas, pour le temps, ils respectent le timing, il n'y a pas de lézard. À chaud, rapidement, votre point de vue, votre idée. Simple, clair, lisible, organisé, il sait où il va, il a prévu beaucoup, c'est très prometteur. Claude? Super. Ah oui? Il a mis en exergue tous les aspects, il a répondu à toutes les questions. Yves? Moi, j'aime bien sa personnalité. Je ne crois pas à l'idée, mais j'aime bien sa personnalité. Vous croyez pas à l'idée? Vous croyez pas à l'idée? Non. Ah bon? Non. Oh, une porte étanche, avec un simple joint. 3 000 € en plus, c'est pas onéreux. Il y a une telle variété, diversité des besoins esthétiques. Enfin, quand vous allez choisir votre porte, vous n'allez pas choisir forcément sur ces critères-là. Mais Moi, je pense que c'est quelque chose qui rendra service. Et il doit y aller. Mais il a de l'avenir, d'après vous? Oui, oui. Ouais, bon.
Vous sentez le garçon? La personne, oui, sans problème. Bon, merci. Allez, c'était le 3e, on passe au 4e et dernier candidat. Nicolas? Oui. Bonjour. Bonjour. Enfin prêt? Tout à fait. C'est le grand jour, on y va? On y va. Le grand oral, allez, Allez, sur le plateau. Regardez ce beau jeune homme, il a 44 ans, on ne le dirait pas comme ça, il est ingénieur et entrepreneur. Il se propose de nous présenter le carnet de santé du bateau, pardon, le e-carnet de santé du bateau. Nicolas, bonjour. Bonjour. 3 minutes pour expliquer et convaincre. Je vous préviens tout de suite, on n'a pas de bateau. D'accord. Donc on ne sait pas comment ça marche. Ça marche. Bon, je vous emmène en voyage. Imaginez que vous avez prévu de partir en croisière en famille, avec femme et enfants, et le jour où vous êtes prêt à embarquer, quand vous arrivez au port, vous vous rendez compte que le bateau il est loin d'être prêt à partir. Vous voyez un peu la scène, avec les enfants sur le ponton et tout. Et bien cette situation, elle est très fréquente dans le nautisme. Ça représente quasiment 30% des départs en pleine saison. Parce qu'un bateau, c'est complexe. Le professionnel, lui, il doit faire face à des pics d'activité, souvent avec le beau temps, le jour du beau temps, avec des imprévus, divers intervenants, des chantiers mobiles, et en plus des techniques toutes différentes d'un bateau à l'autre. Le plaisancier, lui, il n'a jamais le temps de s'occuper de son bateau avant le jour J, donc il a besoin d'un service premium pour éviter de gâcher ses rares occasions de naviguer ou pour sécuriser son bien un peu coûteux quand il est propriétaire, quoi. Et bien, nous sommes persuadés que la digitalisation peut résoudre leurs problèmes. Nous avons créé la solution qui connecte le concessionnaire de bateaux à ses équipes, ses clients et leurs bateaux. Concrètement, nous donnons l'état de santé du bateau en temps réel. C'est tout d'abord un e-carnet d'entretien sur une appli mobile qui centralise toutes les informations techniques du bateau, nécessaires à la maintenance, avec les plannings partagés à tous les professionnels, et la boîte noire qui, elle, est connectée à tous les organes vitaux du bateau. Donc avec cette boîte noire, nous monitorons déjà toutes les tensions à bord, la prise d'eau en fond de cale, les chocs, l'inclinaison, la température et la capacité de connaître sa position en temps réel. La boîte noire, c'est un carton? La boîte noire, c'était un beau carton. Dedans, D'accord. il y a une belle boîte. Tu veux que je l'ouvre? Bah oui. On l'ouvre après, mais il faudra oui. une... On est impatient, T'es excusez-moi. impatient, je te l'ouvre. Ce temps d'antenne sera retiré. Ah, c'est vrai? Oui. Parce que c'est sa demande. Hein. Alors, attends. Il est bien fermé. Hein. Ah, regarde dedans. Il y a une petite notice quand même. Voici notre boîte noire. Ok, donc ça, c'est une boîte noire qu'on va cacher au fond de la cale. Elle est passée là, moi je vais la montrer à l'antenne. Vas-y. Voilà. Ça, je la mets en fond de cale. On la met en fond de cale près des batteries. Et elle téléphone sur mon téléphone, enfin sur mon écran, mon iPad, mon Elle ordinateur. communique à notre serveur via le GPRS, qui, notre serveur, va distribuer l'information aux professionnels et aux plaisanciers ensuite. D'accord. Et ça me dit si le plein est fait. Ça te dit si le plein est fait, ça te dit surtout si tu as des tensions à bord, s'il n'y a pas de prise d'eau, s'il n'y a pas de choc, pas d'inclinaison. Quand tu as le sondeur, ça te dit s'il y a de l'eau en dessous de ton bateau et ça te le géolocalise avec un géofencing avancé qui permet de sélectionner un certain nombre de zones dangereuses. Okay. Le boulot de nos équipes maintenant, c'est qu'à partir de ça, on rajoute plein d'accessoires. On va connecter 100% du bateau. On va récupérer toutes les informations moteurs, que ce soit en numérique ou en analogique, et toutes les données des instruments de navigation. 15 secondes pour conclure. Bon, 15 secondes pour conclure. Nos ingénieurs travaillent aujourd'hui à analyser tous ces signaux faibles pour donner des informations aux professionnels afin qu'ils fassent de la maintenance prédictive et préventive. Avec ça, on est en train de créer le premier réseau de bateaux connectés. Bravo. Voilà, merci. Question, membre du jury. Vous avez tenu les temps, je vous en ai piqué un peu, je vous l'ai rendu derrière. C'est équitable. Question, pas de propriétaire de bateau dans vos... Quelqu'un a loué un bateau déjà? Vous savez qu'il y a 13 millions de plaisanciers en France. C'est le premier loisir fait en France. Tout le monde monte sur un bateau. Ça a l'air d'être déjà assez abouti. Vous en êtes où dans l'industrialisation Alors, dans l'industrialisation, on commercialise depuis fin 2017. En 2018, on a connecté 2800 utilisateurs actifs de l'application et branché plus de 750 bateaux. On est en proof of market, proof of croissance. Cette année, on en vise 1500. Le fameux POC. Le POC a été fait en 2017, le proof of commerce en 2018, et là, on est dans la phase proof of croissance. Quel est l'accueil des loueurs?
H2O, machin, et autres. Les loueurs, boat, que l'on connaît dans la région, il y en a un autre que je connais qui a équipé 200 bateaux. Ah, vous êtes de la région? Oui, je suis de la région, je suis de Mâcon. Il y a un loueur régional qui a équipé 200 bateaux l'été dernier. C'est un formidable outil. Eux, ils ont un tableau de bord qui leur donne les alertes des bateaux pour pouvoir anticiper toutes les maintenances et gérer les plannings de leurs équipes qui sont explosées sur tout le territoire. C'est pour eux un formidable outil et ils savent avant même qu'un bateau revienne, 2 heures avant, ils jettent un coup d'œil, ils savent si le bateau repartira 2 heures après. Ils savent s'il faut faire passer un plongeur ou pas. C'est un outil de productivité, de sérénité extraordinaire pour eux et c'est chez eux qu'on a le plus bel accueil. Vous n'êtes plus une start-up, vous êtes une scale-up. On aime bien, oui, j'aime bien ce terme. Une scale-up. Je vais dire ça en rentrant chez moi. Ah, parce que je connais les scalopes, mais... Les escalopes. Oui, c'est quoi une scale-up? Scale-up, c'est une entreprise qui est déjà mature, qui a déjà trouvé son business et qui cherche à grandir et à croître. Voilà. Une question encore? J'ai une question sur la boîte, c'est marqué Idiot-proof. Idiot-proof. Ouais. Ah, ça c'est... Pour le marché français, est-ce que... Mais c'est vraiment idiot. Ouais. C'est vraiment ça. Je dois vous l'avouer, c'est vraiment idiot. En fait, on est une bande de techos. Et à techos, c'est toujours plein d'idées, puis ça fait des choses compliquées. Et notre premier client dit, les gars, vous arriverez sur le marché uniquement si c'est idiot-proof. On l'a pris au mot. Sur le salon d'après, on lui a montré, sur nos logos partout, c'est marqué idiot-proof. C'est waterproof et idiot-proof. Waterproof, idiot-proof. Mais c'est essentiel. Ça veut dire que même moi, je pourrais m'en servir. Exactement. Non. Ça s'installe en une demi-heure, ce système. Il n'y a pas de RTFM. Ah. Non, c'est simple. Read the fucking manual. Lire le mode d'emploi. Il y en a un quand même. Hein, mais... J'en ai quand même un, mais regardez, il est tout petit. Oui, oui. Je peux brancher tous les palpeurs, tous les senseurs, tous les capteurs possibles et imaginables. On peut imaginer un grand nombre de capteurs. Quelles que soient les marques. Non, on va développer une gamme de capteurs compatibles avec la communication de ce module. Mais ils sont très nombreux parce qu'ils ont tous... Ils sont très nombreux et c'est infini. Parce qu'ils ont tous la même norme. Ouais, ils ont tous plus ou moins la même norme et on a créé le terme navitique. La navitique, c'est ce que la domotique apporte dans les maisons, on l'apporte dans les bateaux. Navitique. On est très fiers du nom. Vous l'avez déposé? Oui. Une dernière question. Pardon, Claude. Vous semblez formidablement parti. Qu'est-ce qui va vous manquer ou qu'est-ce que vous pourriez demander dans les prochains temps? Alors, nous sommes en pleine levée de fonds. La scale-up a besoin d'argent. Beaucoup. Nous sommes en train de lever une enveloppe de 1 million d'euros. Ça se passe très bien. C'est en pleine négociation et on a un très bon accueil. Donc on y travaille sérieusement. Ça sera suffisant. Et la fabrication de cette boîte va se faire où? Pardon? La fabrication de cette boîte, elle est faite à Mâcon Sud. Non. Si, elle est faite en France, parce que, voilà, j'ai un certain nombre de partenaires un peu partout sur le territoire. C'est la sous-traitance ou On l'a fait en sous-traitance. Là, on est passé, vous voyez, j'ai lancé 1500 modules pour le début de saison. Donc, on est passé par un gros atelier équipé. Il faut aller vite. Le prix hardware et de l'abonnement? Très bonne question. On ne vend plus rien. Nous, on vend de la prestation de service. Donc le concessionnaire, il paye son application mensuellement pour lui donner accès à toute sa flotte de bateaux. Et un bateau connecté, chez nous, c'est 39 € par mois. Point. Tout en SaaS. Tout en SaaS. C'est un outil pour les professionnels, donc c'est une charge qui va vivre toute la durée de vie du bateau. Et pour un propriétaire avec un unique bateau, 39 € par mois, il le paiera? Il le paiera largement. Vous savez, ça permet de sauver des dizaines de batteries. Vous savez, quand une batterie est morte, on ne décide pas, on la change. Nous, on est les seuls à gérer tous les historiques de ces données. En regardant la fiche, on sait simplement qu'il a oublié de brancher son bateau à temps. Mais la batterie n'est pas foutue. Vous pouvez intervenir également à distance? Par exemple, des interventions pour couper la batterie? Alors, on peut couper les coupes-circuits, on peut démarrer le frigo, très demandé, pour la bouteille de champagne. Qui est au frais dès que j'arrive. Exactement. C'est pour ça que moi, 1 million, ça ne me semble pas beaucoup, parce que du coup, vous allez supporter les équipements. Alors, tout ce qui est ça, on a une captive financière qui nous rachète tous nos contrats pour nous financer notre besoin en fonds de roulement. C'est fait en parallèle. Nicolas, merci beaucoup. Le temps est écoulé. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà. Et bravo pour le Idiot Proof. Merci beaucoup. Bravo à vous. Voilà. Il n'écoute plus là. Ça y est, il est parti. Oui, il est parti. Alors, à chaud, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien le Gugus et j'aime bien l'idée cette fois-ci. Vous aimez le Gugus et l'idée. Jean? Ouais, très bien. Bon, le problème, c'est la conquête des loueurs, parce que là, ça s'adresse... Alors, les particuliers peuvent le faire, mais mettre de l'équipement, soit c'est sur un bateau neuf au démarrage,
soit sur des bateaux, parce qu'on a un parc très important, donc il y a des interventions, il y a toute une partie main-d'œuvre, et tous les capteurs ne communiquent pas, même s'il y a la norme EA 2000 qui ramasse les données du bateau, et on est en train de glisser vers une connexion beaucoup plus Ethernet maintenant, même de cette note, même EA 2000. Moi j'ai un bateau, c'est pour ça que... Mais rapidement, vous êtes plutôt... Non, c'est très bien. Pour lui. La destination, c'est les sociétés de location. Oui. Claude? J'ai pas encore de bateau, hein, donc je vais faire l'essai. Mais oui, c'est une très très bonne idée, probablement, et un bon besoin. Vous êtes optimiste pour lui? Moi, j'adore le porteur de projet, la preuve de concept. Il a l'air très bien parti, ouais, franchement. Super produit, excellent entrepreneur, j'adore. Ah oui. C'est formidable, hein, vous avez vu comme le porteur de projet a de l'importance. Essentiel. Plus que le produit, hein, quelquefois. Ah, 100 fois plus. C'est le qui, hein, c'est pas le quoi. Hein, ouais. C'est toujours l'équipe. Hein. Oui. C'est pas plus, il faut les deux. C'est là où on se rend compte s'il a vraiment réfléchi à son projet ou si c'est vraiment une idée. Mais il est aguerri, hein, il a l'habitude de faire son C'est pas discours. d'aujourd'hui, hein, Voilà. parce que moi je connaissais quelqu'un d'autre de l'équipe que j'avais vu il y a 3 ou 4 ans, et c'était déjà en train de mûrir, tout ça. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette émission, messieurs les membres du jury, vous allez maintenant vous réunir, mais hors antenne, pour déterminer quel est le gagnant de ce concours. Parce que je vous rappelle qu'il s'agissait d'un concours. Il n'y aura pas un gagnant déterminé par eux, mais 2. Parce que vous avez, vous qui nous regardez, la possibilité de voter. Quel est, d'après vous, le meilleur candidat? Quel est celui qui sort du lot aujourd'hui parmi les 4? Pour voter, c'est relativement simple. Il suffit de se connecter sur, non pas 3615 code, non, ça c'était avant, sur 697ia.com. 697ia.com. Vous avez 10 jours pour vous prononcer. 10 jours pour dire... Celui-là, vraiment, il mérite un coup de pouce et il mérite d'être gagnant. Vous donc, n'hésitez pas à voter. Et si vous qui nous regardez, vous avez également de votre côté un projet, une idée, une envie d'entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur, une innovation, que ce soit dans l'IoT, l'Internet des objets, ou dans l'intelligence artificielle, ou même dans l'industrie, n'hésitez pas. Venez postuler, jetez-vous à l'eau, faites comme les gens qui sont venus ici sur scène, ils n'ont pas hésité à plancher pendant 3 minutes, à se jeter en haut de la falaise, hein, comme disaient certains, à prendre des risques. Le pire des risques est de ne pas en prendre. Vous aussi, participez au concours, c'est ouvert. On se retrouvera le mois prochain. D'ici là, votez. N'hésitez pas à vous renseigner. Il y aura encore de nouvelles émissions avec des nouveaux projets et des nouvelles brèves sur ce qui se passe. Et ça bouge beaucoup dans l'IA, l'intelligence artificielle. Merci à tous. Au mois prochain. Bye bye.